Je me tourne vers Mathilde pour savoir si Joël André Vert est connecté et peut intervenir. On a la chance, alors je pense qu'elle fera elle-même. Et encore une fois, je voudrais remercier très chaleureusement à titre personnel Joël André Vert qui, pour des raisons personnelles de difficultés majeures, n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui physiquement, mais qui tenait absolument à assumer et assurer son intervention. Donc Joël André Vert, qui est la chef de service de l'engagement des usagers à la Haute Autorité de Santé et qui, par la magie de la visioconférence, surtout quand elle marche, va nous présenter un petit peu la vision justement de la Haute Autorité de Santé sur ce sujet. Je lui cède, je ne sais pas si elle m'entend, Joël, mais si c'est le cas, je lui cède tout de suite la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et voilà, je suis désolée de ne pas être avec vous dans la salle. Je vais essayer en tout cas d'être aussi vivante que possible, même si je suis seulement derrière mon écran, et je remercie infiniment les organisateurs d'avoir réussi à trouver une solution pour que je puisse être avec vous ce matin. Donc Monsieur Morfoas, donc avec qui j'ai été en échange, et Pierre Lartiguet, que vous avez entendu juste avant, m'ont demandé de vous présenter comment la Haute Autorité de Santé voyait l'engagement des usagers dans l'évolution actuelle du système de santé. Et donc, l'objectif pour moi ce matin avec vous, c'est de vous présenter d'une part la vision de la Haute Autorité de Santé à ce jour. Il me semble utile d'évoquer la question un peu de terminologie, parce que c'est toujours autour de cela que les questions se cristallisent à un moment donné ou à un autre. Et effectivement, je vais parler d'engagement, mais pour le secteur médico-social, je pense qu'ils sont plus à l'aise avec le terme participation. Dans le sanitaire, on va utiliser le terme usager très facilement, alors que dans le médico-social, c'est un terme qui est peu apprécié. Et donc, la Haute Autorité de Santé a fait le choix de passer d'un conseil pour l'engagement des usagers à une commission pour la participation et l'engagement des personnes. Ça peut paraître anodin, mais c'était pour nous une manière d'essayer d'être le plus transversal possible sur le secteur sanitaire, social et médico-social, autant que faire se peut, même si vous verrez que mon propos aujourd'hui va peut-être vous sembler plus sanitaire que médico-social. J'espère en tout cas vous donner suffisamment d'éléments aussi pour pouvoir aller chercher les choses si vous travaillez dans ces secteurs-là. Quand on parle de partenariat en santé, très rapidement, on en vient à parler de patients partenaires. Et donc, est-ce que finalement, c'est la même chose ou pas la même chose? Et donc, je vous présenterai quelques éléments de notre réflexion à ce jour. Et puis, dans une deuxième partie, j'essaierai de vous présenter, en tout cas de vous faire un aperçu des différents guides que la Haute Autorité de Santé a publiés ces 5 dernières années pour soutenir et encourager l'engagement des usagers et la participation des personnes jusqu'au partenariat entre les professionnels et les usagers. Toutes ces publications, vous pouvez les retrouver sur notre site. Il y a notamment un espace usager et dans lequel vous pourrez retrouver une page qui s'appelle S'informer et vous trouverez les documents destinés aux personnes pour les informer d'une situation sociale spécifique ou de santé, enfin maladie spécifique. Et puis un peu plus bas dans la page, vous aurez tous les guides qui ont été faits pour essayer de soutenir le partenariat. Alors, comme je suis invitée par la loi, je vous déclare en tant que professionnelle de santé que je n'ai pas d'autre lien d'intérêt que celui d'appartenir à la Haute Autorité de Santé et de faire quelques heures d'enseignement dans quelques universités. Alors, quelle est la vision de la Haute Autorité de Santé? La vision de la Haute Autorité de Santé, ce que j'aimerais vous passer comme message, c'est qu'elle s'est construite au fil de l'eau. Ça fait 20 ans que la Haute Autorité de Santé existe, mais déjà avant la Haute Autorité de Santé,
du temps de l'ANAS, il y avait un service de recommandation de bonnes pratiques qui déjà, et un service d'accréditation à l'époque des établissements de santé, qui déjà travaillait avec des usagers et dans leurs commissions et dans les groupes de travail. Et ça s'est construit au fil de l'eau, au fil aussi des autorisations dans certaines activités réglementées, qui au départ ne nous permettaient pas d'avoir des usagers dans nos commissions, et on a fait évoluer la réglementation pour que celle-ci puisse nous permettre de travailler avec des usagers dans toutes nos activités. Donc le message, c'est qu'il y a des choses qui se mettent en place dans les services et qui progressivement construisent une vision jusqu'à l'inscrire dans des projets stratégiques. Et donc, le projet stratégique 2019-2024 avait pour ambition, entre autres, de faire de l'engagement des usagers une priorité, avec 2 objectifs. C'était donner aux usagers la capacité à être des acteurs de la qualité des soins et de l'accompagnement, et puis de systématiser leur participation au sein de la Haute Autorité de Santé. Le projet stratégique actuel, en 2025-2030, a repris la notion de pouvoir d'agir des personnes et souhaite positionner le pouvoir d'agir des personnes comme vecteur fondamental de la qualité. Donc, on va se donner les moyens d'améliorer l'engagement des personnes et d'assurer la sécurité des soins et des accompagnements dans une dynamique partenariale, donc visant toujours à aller plus loin vers le partenariat et d'améliorer le recueil de la parole des personnes et de leurs proches sur leur expérience et sur les résultats de soins. Et donc, j'en reparlerai un petit peu plus loin avec les dispositifs qu'on met en place pour le recueil de la parole des personnes. Alors, comme je le disais, c'est pas seulement des mots à la Haute Autorité de Santé, c'est aussi une pratique, sinon du partenariat. Dans certains projets, nous sommes en partenariat. Pour d'autres projets, nous n'allons pas aussi loin. Mais en tout cas, on a une pratique de travail avec des usagers. En 2024, c'est 470 personnes différentes, donc des patients, des proches, des personnes accompagnées dans le secteur social, secteur médico-social, des enfants, des adultes, avec qui on a travaillé autour de projets très différents dans chacune de nos missions, les recommandations de bonnes pratiques, l'élaboration d'indicateurs de qualité, l'évaluation des produits de santé, notamment des médicaments ou des dispositifs médicaux, ou des promotions de programmes de santé publique autour de la vaccination, par exemple, ou du dépistage. Donc, tout ça pour vous dire que nous allons rechercher 2 choses principalement: les savoirs expérientiels des personnes, et puis aussi, dans d'autres activités, on ira chercher plutôt la parole de plaidoyer des associations et des représentations d'associations d'usagers. Alors, comme je vous l'ai dit, comment on articule engagement et partenariat? L'engagement ou la participation des personnes, avec leurs mots, c'est avoir le contrôle de sa propre vie, de pouvoir décider, dire, agir pour soi, et notamment pour sa santé ou ses accompagnements sociaux. C'est d'avoir aussi son mot à dire sur le service reçu dans un objectif non plus seulement pour soi, mais pour améliorer le système. C'est au-delà aussi, c'est se soutenir entre pairs, transmettre et partager son expérience. Et ça peut se faire au sein d'associations d'usagers ou ça peut se faire au sein d'institutions. Et puis, encore au-delà, ça peut être de former les futurs professionnels, de contribuer à des travaux de recherche et plein d'autres possibilités de travail en partenariat entre des usagers, des personnes accompagnées et des professionnels. Alors, comment ça peut se faire? De manière aussi très diverse. Ça peut être tout simplement par l'expression directe, qu'elle soit orale ou écrite. Ça peut être par des actions de partenariat avec les professionnels. C'est aussi, et notamment en grande complémentarité, toutes les actions qui sont menées dans le cadre de la représentation dans les instances, que ce soit les conseils de la vie sociale, dans le secteur médico-social notamment, ou dans le secteur des commissions des usagers, par exemple, au niveau hospitalier. Et puis, c'est aussi des démarches qui sont éventuellement en dehors même des professionnels, et donc là, on est bien dans l'engagement, mais non pas dans le partenariat, qui sont toutes les pratiques d'autosupport ou de pair aidance. Vous avez en ressources un guide qui a été fait récemment
sur la clarification entre l'expérience patient, l'engagement et les savoirs expérientiels, afin de ne pas mélanger complètement et laisser penser que l'ensemble de ces concepts sont superposables. Alors, si on en vient maintenant au partenariat, il me semble important de rappeler, enfin, pas forcément de rappeler d'ailleurs, parce que finalement, de croiser les regards. C'est-à-dire que si on parle à des directeurs de structure ou à des juristes, ben, le partenariat, c'est déjà en première intention une relation contractuelle entre deux ou plusieurs personnes, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, et dans un objectif commun, en mettant en commun notamment des moyens matériels, humains et financiers. Donc ça, c'est un partenariat qui peut être formel ou informel, ça peut être tout à fait tacite, on va se dire en partenariat pour organiser un événement tel qu'aujourd'hui, sans nécessairement signer une convention de partenariat, mais c'est de l'ordre plutôt, le plus souvent, entre personnes morales, dans des partenariats institutionnels, et un des partenariats qu'on peut citer, c'est par exemple les conventions entre des associations d'usagers ou des associations caritatives qui viennent intervenir dans des structures, qu'elles soient hospitalières ou médico-sociales. Et donc, vous avez là, typiquement, du partenariat, mais c'est sans doute pas du tout ce que d'autres personnes vont penser comme étant du partenariat. Et donc, ce qui me semble très important, en tout cas, c'est de se souvenir que ces termes sont des termes qui ont des acceptions très différentes selon les environnements dans lesquels on est. Et donc, il est important déjà de clarifier cette notion. Voilà. Si vous allez plutôt dans des groupes de réflexion autour de l'amélioration de la qualité, vous allez peut-être plutôt rencontrer des personnes physiques qui vont se dire en partenariat et en partenariat entre usagers et professionnels. Et en général, ce sont des partenariats autour d'une action spécifique, d'un projet, qui peuvent prendre des formes extrêmement variées. Ça peut se passer en santé communautaire, dans des quartiers de villes qui vont développer une réflexion autour de la santé. Et vous avez des projets qui vont se construire dans des maisons de santé, vous avez des projets qui vont se construire à l'hôpital, vous avez des projets qui vont se construire dans un EHPAD ou dans un CAMS. Et donc là, vous allez avoir des environnements extrêmement divers, des missions totalement diverses, et qui seront plutôt au service des pairs ou qui seront au service du système de santé. Donc dans des objectifs aussi qui peuvent être très différents, soit d'accompagnement des personnes, soit au contraire d'amélioration de la qualité. Donc, dans le partenariat, la première des choses, c'est de quoi on parle. Et si on fait le lien avec l'engagement des usagers, ben le partenariat, dans ce cadre-là, c'est plutôt le plus haut niveau d'engagement des usagers, selon l'échelle de Karman et utilisé dans le modèle de Montréal. D'autres vous diront que c'est pas du tout la plus haute marche, puisque les marches ensuite dans l'échelle d'Arnstein de la participation des personnes, c'est la délégation et ensuite le contrôle citoyen. En tout cas, le partenariat, c'est ce niveau d'engagement qui est tel que être partenaire, c'est définir ensemble des modalités de réalisation d'un projet en étroite collaboration. C'est co-construire, c'est co-décider, c'est co-mettre en œuvre et c'est co-évaluer. Voilà ce que fait l'essence du partenariat, en tout cas tel que nous le voyons aussi à la Haute Autorité de Santé, et je crois que c'est quelque chose qui est partagé au vu des interventions que vous avez émues juste avant moi. Donc on pourrait dire que le partenariat, c'est un étalon hors de l'engagement des usagers avec les professionnels. Il prend des formes multiples, comme je l'ai dit. Il appartient plutôt à la démocratie participative, donc il est ouvert à tous et il est centré soit sur un établissement, soit sur un territoire, comme je vous en ai parlé juste précédemment. Du partenariat, qui sont quand même des concepts ou des définitions un peu abstraites, on peut glisser vers le patient partenaire. Et donc, le patient partenaire, d'un coup, on passe dans quelque chose qui est très sanitaire par sa terminologie, même si probablement qu'il y a
des termes à inventer, mais on ne les a pas encore trouvés, qui puissent englober aussi tout ce qui se passe dans le secteur médico-social, mais où les personnes ne vont pas se considérer comme des patients fort légitimement. En tout cas, donc, même si on reste un peu plus là sur le point de vue du sanitaire, l'intérêt de passer du partenariat au patient partenaire, c'est qu'on passe des concepts aux personnes et tout de suite, ça devient plus concret. Mais la figure des patients partenaires, elle est là aussi très multiple. Elle a été bien théorisée par l'équipe de Montréal et notamment un schéma de Luigi Flora qui a travailler sur les compétences de ces patients partenaires. On a une terminologie foisonnante qui correspond à des missions très variées. Par exemple, dès lors qu'on est plutôt sur des projets d'organisation des séjours, d'organisation des soins, de reconstruction d'un EHPAD, de réflexion autour de parcours de patients, etc. Voilà, on parle de patients ressources dans beaucoup d'endroits. Quand on est dans des projets autour de l'intervention auprès d'autres patients, autour d'éducation thérapeutique, autour de pères aidants, on va plutôt parler de pères aidants, voire de patients experts. Si on est dans des agences de santé publique et d'expertise comme Santé publique France ou la Haute Autorité de Santé, eh ben, on est soumis à la charte de l'expertise sanitaire et donc quand on va recruter des usagers pour travailler avec nous, on va leur donner un statut d'expert au même titre que les professionnels que nous recrutons avec un statut d'expert. Vous avez ensuite des projets qui vont plutôt tourner autour de la formation des professionnels et on va parler à ce moment-là de patients formateurs, voire de patients enseignants et dans la recherche de patients co-chercheurs avec une notion qui a été là publiée par l'équipe des hôpitaux civils de Lyon avec Philippe Michel en premier auteur, qui est aussi les patients coachs, qui sont des patients partenaires qui accompagnent d'autres patients partenaires. C'est quelque chose pour lequel la Haute Autorité de Santé est prudente, parce que dès lors qu'on sort de toute organisation, que ce soit des organisations d'associations de patients ou que ce soit des organisations de type professionnel comme les établissements de santé ou les ESSMS, eh ben, il y a potentiellement plus de difficultés à l'analyse entre pairs et à l'analyse des pratiques. Et c'est quelque chose sur lequel il faut à ce moment-là être vigilant et peut-être plus réglementé pour développer ces pratiques en toute sécurité, aussi bien pour les patients coachs que pour les personnes accompagnées. On passe maintenant à des choses, à la partie peut-être plus concrète des outils que la Haute Autorité de Santé propose pour permettre aux personnes de s'engager et pour permettre aux équipes de travailler ensemble dans une visée d'amélioration de la qualité. Comme on l'a vu tout à l'heure, le partenariat, c'est dans un continuum de l'engagement. Le premier niveau du continuum, c'est l'information. Ensuite, c'est la consultation. Et donc, pour consulter, il faut recueillir l'expression des personnes. Et comme vous le savez, on a à la Haute Autorité de Santé une mission de développer des indicateurs, donc qui sont des mesures de l'expérience patient. Et donc, je voudrais tout de suite dire ici que la mesure de l'expérience patient, ça n'est pas l'expérience patient, voilà, c'est une mesure. Et donc l'expérience patient, c'est beaucoup plus large, c'est l'expérience des patients, c'est là aussi beaucoup plus large que l'expérience patient au sens simplement marketing du terme, par exemple. Et donc, ce dont nous avons la mission, c'est de développer des dispositifs nationaux. Sur le plan sanitaire, c'est en place depuis 2016 et ça continue à se développer avec les questionnaires ISATIS. On est en cours de développement de questionnaires pour les urgences et de questionnaires pour les maternités. Donc ces deux sont en cours de développement et vont être expérimentés prochainement. Et puis vous avez les questionnaires que vous connaissez dans le secteur médecine, chirurgie, obstétrique pour le moment, chirurgie ambulatoire, soins médicaux et de réadaptation, et puis j'en oublie un, la psychiatrie. Voilà, donc ces dispositifs nationaux, ils ont pour objectif d'améliorer la qualité, de donner des outils de mesure pour comparer les établissements entre eux et pour les financer à la qualité. Mais bien évidemment, on est bien conscient que le recueil
de l'expérience des usagers ne peut pas se limiter à cela. Et donc, c'est essentiel que vous développiez d'autres modalités de recueil de l'expérience. Et puis, dans le champ médico-social, dont c'est une mission qu'on a au niveau de la Haute Autorité de Santé depuis 2018, donc c'est beaucoup plus récent, on est en train de développer avec un programme pluriannuel toute une batterie d'outils mis à disposition des ESSMS pour recueillir le point de vue des personnes, ce qui ne peut pas être fait de la même manière puisque l'accompagnement dans le champ social et médico-social se fait sur des durées beaucoup plus longues que les hospitalisations en règle générale, se fait avec des publics qui ont des vulnérabilités particulières dont il faut pouvoir tenir compte lors du recueil. Mais recueillir, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Et donc, on utilise au niveau de la Haute Autorité de Santé les leviers de la certification d'une part et de l'évaluation des établissements médico-sociaux d'autre part pour faire levier pour inciter les établissements à renforcer l'engagement des personnes et à aller vers le partenariat. Et vous avez pour cela donc une fiche pédagogique spécifique pour la certification dont je vous ai donné le lien, là, l'évaluation de l'engagement des patients et des usagers en établissement de santé. Vous avez un webinaire qui a été destiné aux représentants d'usagers et qui est en replay sur notre site, qui a été réalisé le 22 septembre dernier pour présenter l'implication des usagers eux-mêmes, par exemple par la méthode de patient traceur, mais aussi de leurs représentants dans le cadre de la visite de certification et de la préparation de cette visite. Et puis, vous avez dans le champ médico-social 2 documents qui sont en cours pour présenter aux personnes accompagnées ce qu'est la méthode d'accompagné traceur et quelle peut être la participation des élus en conseil de la vie sociale dans le cadre de l'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux. Vous avez ensuite des guides et des webinaires pour améliorer l'engagement des patients pour leur propre sécurité et celle de tous, notamment des guides sur l'auto-administration des médicaments en cours d'hospitalisation, l'engagement des patients dans l'équipe PACT. L'équipe soignante souhaite recueillir votre témoignage lorsqu'un événement indésirable associé aux soins s'est produit, que cet événement se soit produit dans un établissement médico-social ou dans un établissement sanitaire. Et donc là, vous avez des documents destinés aux patients pour leur expliquer la démarche, de recueillir leur récit de cet événement indésirable et un guide pour les professionnels sur comment analyser ces événements indésirables. Et puis tous les ans, nous organisons un rendez-vous de l'engagement des usagers qui aura lieu cette année le 11 décembre. Et vous pouvez retrouver ces rendez-vous en replay sur notre site. Comme je le disais tout à l'heure, recueillir c'est bien, mais il faut aller plus loin. Et donc, on a élaboré l'année dernière un guide Agir avec les usagers à partir du recueil de leurs expressions. Et notamment, il y a tout un travail qui a été fait pour permettre de faciliter l'analyse des verbatims, donc des commentaires libres des personnes hospitalisées qui répondent à ISATIS. Et je voudrais rappeler à tous, que vous soyez professionnels en établissement de santé ou usagers, que la Haute Autorité de Santé incite les établissements à donner accès aux représentants d'usagers ou aux patients partenaires de leur établissement à ISATIS pour qu'ils puissent prendre connaissance des verbatims et se nourrir de ces retours, qu'ils soient positifs, et il y en a tout autant que des retours négatifs, pour enclencher avec les établissements certaines actions d'amélioration spécifiques qui s'appuient sur les retours directs des personnes hospitalisées. Vous avez aussi des documents plus courts qui visent à améliorer la participation des usagers dans les instances représentatives, donc les commissions des usagers et les conseils de la vie sociale, avec, si je puis me permettre, encore 2 grands messages. C'est que pour que les personnes s'engagent, il faut leur permettre de le faire. Et donc, il faut proposer aux représentants des usagers de s'investir dans les projets de l'établissement. Et puis, il faut respecter la réglementation et notamment rembourser leurs frais.
ce qui n'est pas encore le cas, comme nous pouvons l'entendre régulièrement à la Haute Autorité de Santé. Et enfin, il y a un guide sur renforcer la reconnaissance, parce que si on veut aller vers plus de partenariats, eh bien, je pense qu'il faut permettre de faire perdurer cet engagement des usagers aux côtés des professionnels. Et pour ça, il y a 7 grands principes. C'est une égale considération entre les parties, avec un respect des informations à caractère secret. C'est une obligation du code pénal, donc toute personne, qu'elle soit professionnelle ou non, est obligée de respecter ces informations à caractère secret. Et donc, il n'y a pas lieu d'imposer plus aux usagers qu'on impose aux professionnels. Il y a une nécessité de proportionnalité de la formation. Si vous avez des patients partenaires qui sont des conducteurs de travaux et que vous voulez travailler avec eux sur la réflexion de locaux et mieux voir comment avoir des locaux qui répondent aux besoins des personnes, ben, probablement qu'ils n'auront pas besoin de formation complémentaire. En revanche, si vous voulez travailler sur des projets de paire aidance, dans lesquels là il y a une nécessité pour les personnes d'apprendre à prendre du recul et de pouvoir aussi faire appel aux équipes professionnelles en cas de difficultés dans la relation qu'ils peuvent avoir avec des personnes qui les accompagnent, et bien là, évidemment, et c'est comme c'est le cas par exemple pour l'éducation thérapeutique, vous pouvez avoir besoin de formation complémentaire. Il y a besoin d'accompagnement et de soutien de ces personnes et de reconnaissance des compétences qu'elles déploient. Ça, c'est des choses qui semblent essentielles. Et puis, il y a toute une question qui tourne plus au niveau du statut. Et là, c'est des questions plutôt réglementaires. Et donc, la Haute Autorité de Santé n'a pas d'impact, sinon d'inciter à une évolution de la réglementation, avec la question de la reconnaissance financière de la valeur de l'engagement. Par exemple, à la Haute Autorité de Santé, les personnes qui s'engagent dans nos travaux peuvent passer pratiquement un mi-temps dans certaines commissions de la HAS. Et donc, il est évident que là, il est nécessaire de les rémunérer. Mais néanmoins, cette rémunération pour certaines personnes qui sont en invalidité ou qui ont des allocations pour personnes en situation de handicap risque de perdre leurs droits si le seul moyen que vous avez de cette reconnaissance financière, c'est du salariat, ce qui est le cas dans les structures publiques telles que la nôtre, mais peut-être pas dans vos structures privées ou à but non lucratif. Et donc, ça, c'est des choses qui sont très dépendantes de l'environnement juridique dans lequel vous exercez. Et puis, il y a une importance de reconnaissance professionnelle pour des personnes qui vont vouloir ensuite se professionnaliser. Et on voit bien que certains établissements de santé commencent à professionnaliser certains patients partenaires. Et enfin, dernier impact, il y a des impacts fiscaux, comme je disais, pour des personnes qui ont des droits sociaux, qui bénéficient d'allocations au titre des droits sociaux. Et donc, il paraît nécessaire de faire évoluer la réglementation dans ce champ. Alors, pour conclure, je voudrais insister sur le fait que le partenariat entre les personnes soignées, accompagnées et les professionnels, c'est une démarche de démocratie participative, c'est ouvert à tous, c'est complémentaire de la démocratie représentative qui, elle, est réglementée le plus souvent, qui ont... Les uns et les autres ont légitimement des postures différentes. Les uns sont dans des postures de défense des droits des personnes, les autres sont dans des postures de collaboration. Et donc, quand on passe de l'un à l'autre, eh ben, il faut savoir passer d'une posture à une autre, et c'est pas toujours si simple. Voilà, c'est un facteur de transformation des organisations. Donc, qui dit transformation des organisations dit le long terme. Ça nécessite une acculturation de tous les acteurs, des usagers et des professionnels. Ça peut être, et ça doit être mis en œuvre à tous les niveaux d'organisation. Ça peut partir du niveau micro, c'est-à-dire du niveau où les professionnels échangent dans une consultation ou un accompagnement direct des personnes. Et c'est souvent comme ça que ça marche le mieux. C'est-à-dire que quand ça part du micro, eh ben, il faut qu'ensuite ça prend de l'ampleur peu à peu et que la gouvernance se saisisse de cela et s'appuie sur les expériences des champions de leur structure pour en faire un axe stratégique et le déployer à plus grande échelle et leur donner plus de visibilité. Voilà, ce qui me semble le plus important, c'est de se donner les moyens de comprendre ce qui est important pour l'autre et d'agir en conséquence.
conséquence. Voilà, je vous remercie. Un grand merci à Joël André Vert pour cette présentation extrêmement éclairante qui commence à donner des solutions pratico-pratiques par rapport aux aspects un peu théoriques qu'on a évoqués avec Patrick et qui soulève aussi des questions en cours, notamment sur la représentation sociale. Est-ce qu'on peut profiter peut-être quelques instants, si vous avez un peu de disponibilité, pour prendre 2 ou 3 questions maximum? On a 10 minutes devant nous avant de passer à la prochaine séquence. Est-ce qu'il y a dans la salle, profitez-en, des questions à nous poser, surtout à poser à Joël André Vert le cas échéant. Si vous ne nous entendez pas bien, Joël, on fera le relais de la question. D'accord, merci. Oui, Patrick a une question pour se lancer. Oui, bonjour Madame André Vert. Moi j'aurais une question puisque vous nous avez montré que la HAS, comme on l'a dit tout à l'heure par rapport au continuum, tend vers le partenariat, à intégrer des usagers, des patients partenaires, des personnes concernées dans l'élaboration des bonnes pratiques, pour dire ça globalement, et donc quelque part incarne en tant qu'institution et a osé le partenariat. Moi j'avais une question peut-être précise, comment au niveau de cette institution, donc qui est au niveau macro, comment le changement s'est opéré? Comment vous avez, à un moment donné, au-delà des déclarations politiques de la stratégie générale de la HAS, comment vous avez pu accompagner ce changement au sein de votre institution? Alors, au sein de l'institution, comme je disais, c'est parti, il y a une culture de l'institution qui a favorisé ça au niveau d'un certain nombre de services, notamment le service des recommandations et le service de la certification, qui ont mis en œuvre des collaborations au sein de groupes de travail ou au sein de commissions avec des usagers, et notamment c'était des secteurs dans lesquels nous n'avions pas de réglementation, donc la Haute Autorité de Santé pouvait s'organiser comme elle le souhaitait, et donc avait fait le choix dans toutes les commissions où la réglementation ne lui imposait pas la constitution des commissions, de mettre des usagers dans chacune d'entre elles. Donc il y a eu une habitude de travail dans certains services. Ensuite, il y a eu quelques champions, voilà. On a eu des personnes très investies dans le champ de l'évaluation des médicaments qui ont été... donc on s'est intéressé à ce qui se passait aussi à l'international. Enfin, donc ça, c'est rester à l'écoute de ce qui se passe à l'étranger, c'est toujours quelque chose d'important. Après, il faut savoir adapter, parce que les contextes internationaux ne sont pas forcément les mêmes. Et puis, il faut savoir adapter au sein de sa structure. C'est-à-dire que, par exemple, l'évaluation des médicaments, on doit rendre notre décision en 90 jours. Et bien, évidemment, on ne peut pas faire participer les usagers de la même manière que lorsqu'on met des travaux en place pour 12 à 18 mois. Donc, on adapte aussi le niveau d'engagement en fonction des exigences réglementaires que l'on a en face. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que si on veut faire du partenariat tout le temps partout, eh ben, on a des chances d'échouer parce qu'on n'a pas les moyens de faire du partenariat pour tout le temps. Donc, par contre, se dire qu'à chaque activité de notre institution, on réfléchit à quel niveau d'engagement des personnes on est et on essaie de monter une marche à chaque fois, je pense que ça, c'est une bonne approche. Ensuite, il y a un moment donné où, effectivement, au niveau de la gouvernance, il y a eu une prise de conscience. Et effectivement, dans notre gouvernance, on a aujourd'hui Christian Saout, qui est quelqu'un qui a passé de très nombreuses années de sa vie à être un militant associatif, et donc qui a aidé aussi la structure à passer le pas pour l'inscrire dans son projet stratégique. Et à partir de là, on a rassemblé une équipe qui a pu mettre en place des actions nouvelles, c'est-à-dire une commission pour l'engagement des usagers, enfin un conseil initialement, puis maintenant une commission, avec des actions de formation au sein de notre structure, avec l'animation de mise en réseau des usagers qui travaillent avec nous dans les commissions, donc sur un temps long, sur au moins 3 ans. Donc
précédemment, chacun était dans son coin et aujourd'hui, on est réunis au moins 2 fois par an pour réfléchir avec eux sur comment on peut avancer. Donc voilà des actions un peu concrètes de comment on a avancé au sein de notre institution. Merci beaucoup pour votre réponse et on voit bien comment, à partir d'une idée, d'un concept, on peut l'opérationnaliser au sein même d'une institution comme celle que vous représentez. Merci. Peut-être pour rebondir, et en attendant qu'il y ait une éventuelle question dans la salle, c'est aussi, je pense, très éclairant pour les personnes du public qui sont en responsabilité d'établissements sanitaires, médico-sociaux ou en structure de soins primaires, par parallélisme, de voir comment aussi on peut, dans son établissement, s'inspirer de ces grands changements qui sont difficiles, qui demandent du temps et qui doivent être initiés au plus haut niveau de la gouvernance. En tout cas, c'est ma conviction, pour que ce soit opérationnel. Peut-être sur un autre sujet, pour prolonger, alors c'est une question un peu provocatrice que je pose à la fois à Joël André Vert et à Patrick. Jusqu'où le partenariat? Ou est-ce qu'il y a un moment donné où le partenariat peut ou doit s'arrêter? Je formule ma question autrement. Dans mon esprit, qui dit partenariat au niveau de maturité tel qu'il vous a été présenté, c'est aussi la codécision. Et il n'y a pas de codécision sans co-responsabilité. Et ça veut dire qu'à un moment donné, où est-ce qu'on met le curseur? Il y a une réponse facile, c'est que la loi impose en certaines situations des décisions et des responsabilités portées par des personnalités morales ou physiques. Donc là, la réponse, j'ai envie de dire, est dans la loi. Il y a quand même pas mal de situations où cette réponse, de mon point de vue en tous les cas, n'est pas si claire que ça. Pardon pour la question provocatrice, Patrick, mais je pense qu'elle ne va pas te surprendre, mais je ne sais pas si l'un ou l'autre, vous avez des éléments de réflexion, peut-être plus que de réponse sur ce sujet, mais qui me paraît important et qui peut être de temps en temps un frein, malgré tout, dans la représentation collective au développement du partenariat en santé. Patrick, je vous laisse débuter comme vous voulez. Effectivement, alors moi, dans ce que j'entends, dans les conférences auxquelles je participe, c'est souvent, effectivement, ça tourne autour de la notion de responsabilité. Et il me semble que ça aussi, c'est un mot à définir. On voit bien qu'il derrière ce mot responsabilité, dans une vision néo-capitaliste, ça a un sens. En Hongrie, par exemple, effectivement, on dit que par rapport aux personnes qui fument, elles ne sont pas prioritaires pour avoir des greffes de poumons, par exemple, parce qu'à un moment donné, on remet en cause leur responsabilité. Je crois que quand on parle de co-responsabilité dans le partenariat, on n'est pas du tout sur ce champ-là. Moi, je pense que quand on dit co-responsabilité, c'est-à-dire quand on est capable de décider ensemble d'un projet, eh bien, on est imputable par rapport au projet qu'on a décidé. Donc si au centre on met un projet de soins, qu'on tombe d'accord sur les modalités, sur le plan d'action, effectivement on peut parler de co-imputabilité et donc de la notion de responsabilité dans ce sens-là. Voilà. Donc c'est pour ça que là, pour le coup, moi je suis assez à l'aise avec la notion de responsabilité dans cette vision-là. Sur une logique de gestion de projet, qu'il soit individuel ou collectif. Joël, est-ce que ça vous inspire des réflexions complémentaires? Moi, là, je vais vous donner plutôt ma vision personnelle, parce que j'ai pas échangé spécifiquement avec nos responsables sur cette question-là, mais je pense qu'il y a la co-responsabilité peut être aussi un frein pour ne pas aller vers le partenariat. C'est-à-dire que je crois qu'il faut être très très clair quand on fait un groupe de travail dans un établissement qui vise à améliorer, je sais pas, le parcours entre les urgences et le service d'hospitalisation. Si un établissement de santé met un groupe de travail en place pour cela, la décision, il faut annoncer qui la prend. Est-ce que c'est le groupe de travail ou est-ce que c'est la gouvernance?
C'est-à-dire la gouvernance prendra la décision à partir des travaux du groupe de travail. Et là, pour moi, travailler en partenariat entre professionnels et usagers, c'est au sein du groupe de travail, on se met d'accord sur quelque chose qu'on va présenter à la direction qui prendra ou qui prendra pas. C'est en tout cas comme ça qu'on travaille au sein de la Haute Autorité de Santé, parce qu'effectivement, quand on publie des recommandations, c'est pas les professionnels ni les usagers qui ont travaillé avec nous, ni le chef de projet qui a coordonné les travaux, qui endosse la responsabilité juridique. Celui qui endosse la responsabilité juridique, c'est celui qui représente notre institution sur le plan juridique. Donc, je pense que à tous les niveaux, on a ce type de réflexion. Il faut juste être clair de qui prend la décision et de comment elle se prendra. Et si effectivement la gouvernance peut infléchir le projet tel qu'il est présenté par le groupe de travail, il faut que ce soit dit dès le début du projet. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de partenariat au sein du groupe de travail. Voilà. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut raisonner. Et après, sur le plan sur le plan juridique, la responsabilité, si on prend la prise de décision partagée, la loi dit bien que c'est le patient qui prend avec le professionnel de santé qui l'informe et qui lui donne des préconisations, mais c'est le patient qui prend les décisions. Donc la loi est très claire par rapport à ça. Et c'est pas parce que le patient prend la décision que ça enlève de la responsabilité pour le prescripteur de ce qu'il a prescrit et des conseils qu'il a donnés. Donc il faut faire attention à ce que cette notion de responsabilité ne soit pas un argument pour ne pas aller vers le partenariat. Oui. Il y avait une prise de parole demandée de Véronique. Bonjour à tous, bonjour Joël, Véronique Gady. Je voulais rebondir sur la première question de Patrick et du coup la réponse qui a été apportée sur comment est-ce qu'on embarque une organisation sur cette question du partenariat. Il y a toute la question effectivement de ce qui a été énoncé, c'est-à-dire un engagement de culture finalement, où on va commencer à travailler sur les représentations sociales. Je pense que la plus-value de la Haute Autorité de Santé et des recommandations qu'elle produit, c'est aussi de la méthode. C'est-à-dire que travailler en partenariat, c'est pas simplement, une vision positive de se dire c'est bien de travailler ensemble, ça se construit, ça se travaille. Je pense que du coup les productions de la HAS sont à ce titre-là absolument essentielles. Et de rappeler que ça veut dire travailler sur la méthode, travailler sur les représentations sociales. On parle beaucoup de la formation, on a beaucoup entendu parler, on en parle encore beaucoup de la formation des représentants d'usagers, des patients partenaires. Mais je crois que l'expérience des pairs aidants notamment montre que c'est aussi la formation des professionnels et que voilà, pour arriver à ce que ce partenariat se construise. Et je pense que la plus-value par rapport à ce qu'on a pu voir ces dernières années sur les questions de participation et autres, l'intérêt dans cette notion de partenariat, c'est la remise à égalité finalement des responsabilités de chacun, des besoins de formation de chacun et de la valeur des savoirs et expériences de chacun et pas simplement que du côté du patient partenaire. Voilà, donc c'était aussi pour remercier tous ces travaux qui sont produits là et qui nous aident en tout cas à nous y retrouver dans la multiplicité de ces concepts, de ces vocabulaires et de ces approches. Je vais peut-être compléter, puisqu'on avait, lors du CRIAPS, un groupe de travail qui a travaillé sur comment s'engager dans le partenariat en santé quand on parle du management des organisations. Et donc on a co-construit une fiche méthodologique. C'est comment une organisation, quelle qu'elle soit, un établissement santé, un établissement de formation, un établissement médico-social, concrètement, pour y aller, comment y aller avec toute une fiche pédagogique qui est téléchargeable gratuitement sur le site partenariatensanté.org, qui est l'un des sites du COPS. Merci Patrick. Je vous propose qu'on s'arrête là pour respecter le timing. Et
et la vache.